Les histoires depuis le début, première. On est mi-mars, c'est le dernier match du tournoi des Destinations. Nous sommes invaincus et on rencontre l'Angleterre. Tu reçois les champions du monde, tu reçois les meilleurs joueurs du monde, tu reçois les Anglais, c'est le crunch. Le contexte était déjà tout posé, quoi. La veille du match, il y a un petit briefing de Bernard Laporte, comme à son accoutumé. On était à l'hôtel Concorde Saint-Lazare, c'était notre hôtel d'avant-match. Le visage très fermé, les lunettes qui commençaient à tomber un peu sur le nez, donc il se les était remises à plusieurs reprises. Je me souviens qu'il avait un bout de papier avec écrit juste quelques notes ou quelques mots, on voyait pas ce qu'il y avait écrit, mais souvent il regardait. Bernard, il peut te sortir 500 mots à la minute. Il a été allé assez fort. Je me souviens de ce discours de Bernard parce qu'il nous avait transcendés, on avait envie de grimper au rideau, on avait envie de monter au Stade de France et d'aller affronter les Anglais. C'était la veille du match. Il restait 24 heures avant d'aller sur le terrain du Stade de France, c'était assez long parce qu'il avait trouvé les bons mots pour nous mobiliser. Essentiellement basé sur le défi physique, sur le combat, sur la fierté, sur l'honneur, sur le maillot, tout ce qui peut représenter cette motivation et ce que représente un match contre les Anglais, quoi. Comme si on était dans le vestiaire du Stade de France et qu'on était à deux doigts à ce que l'arbitre siffle, qu'il ait deux coups de sifflet de l'arbitre pour qu'on aille sur le terrain. Le problème de ce discours-là, c'est qu'il était la veille du match, il était à 24 heures de la rencontre. Donc on était, nous, dans un état de nervosité intérieurement, dans un état prêt à rentrer sur le terrain. Je me rappelle quand on partait dîner, parce que c'était l'heure de dîner, la veille du match, et on avait tous les mêmes moites, on était tous énervés, on était tous... mais qu'est-ce qui se passe? On était tous dans un état un peu second. Donc là, c'était important aussi de faire retomber la pression, parce qu'il faut garder de l'énergie pour le lendemain, parce que sinon, on n'aurait pas pu se servir la carafe d'eau, on l'aurait fait tomber partout. Si tu veux, on se serait jeté des morceaux de pain à travers la figure. Donc on était très énervés, très agressifs, mais à la fois, on en rigolait un peu, parce qu'on s'est dit, bon, on a quand même 24 heures, il va falloir faire retomber un peu le bordel, parce que sinon, on va y laisser trop de gaz, quoi. Depuis le début, le derby perdu. Le fameux derby perdu. Au début de la saison 2004-2005, en septembre, c'était où on est assez serein parce que Bayonne était promu, il venait de remonter de division inférieure. À titre personnel, c'était mon premier derby. Le dernier entraînement de veille de match, on avait même sorti un ballon de foot où on avait fait des centres, on frappait au but. On avait totalement manqué d'humilité ce jour-là. Fifi Bernat n'arrive pas, il tombe, on ne sait pas comment, il est tombé tout seul. Le bon rebond, enfin tout leur réussissait. Daniel Larrechea qui a mis des pénalités de 55 mètres, tout leur réussissait en fait. Ils ont fait le match parfait à l'extérieur. On a perdu ce derby à domicile et que ça avait été un véritable cataclysme au Pays Basque. On n'avait pas pu sortir. Enfin moi je me rappelle, j'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi, on avait honte, on avait envie que d'une chose, c'était de jouer le match d'après pour se rattraper et surtout attendre le match retour pour gagner, parce que si tu gagnes pas le match retour, il y aura eu 2-0, donc Biarritz aura perdu le bouclier du Pays Basque. C'était la seule coupe qu'on avait en commun. Ils étaient beaucoup plus armés que nous mentalement et physiquement. Ils en voulaient plus que nous ce jour-là, donc on avait failli et on avait perdu ce premier derby. Ils ont été beaucoup plus audacieux, beaucoup plus humbles et beaucoup plus agressifs que nous ce jour-là, donc c'était de toute logique. Lorsqu'on avait fait le débrief de ce match, il n'y avait pas eu photo, quoi, quelque part, donc ça nous a permis de redescendre un peu, d'être beaucoup plus humble et de préparer beaucoup mieux nos matchs, quoi. Et les derbys d'après, on avait rangé le ballon de foot et on avait mis le casque à pointe. C'était deux préparations différentes. Ça a été pour moi un élément déclencheur dans cette saison-là qui nous a amené à la fin de la saison, à la finale face au Stade Français et à décrocher le bouclier de Brennus. Donc ça a été une étape importante. C'est pour ça qu'on dit que les derbys sont toujours des matchs particuliers, ce jour-là encore plus, parce que ça nous avait permis de tout remettre à niveau, tout remettre à zéro, et surtout d'augmenter un petit peu plus notre niveau d'humilité qui avait été touché ce jour-là, quoi. Aupabeo. Depuis le début, 3e, Saint-Sébastien, Stade Anoeta. Donc, la délocalisation au Stade Anoeta, la première a eu lieu en 2005. C'était un quart de finale face au Munster. Donc nous, c'était une découverte. La capacité d'Aguilera n'était pas assez conséquente pour recevoir ce quart de finale. Donc ils avaient demandé au président de la Real Sociedad, qui est le club de foot
qui évolue sur le stade Anoeta de San-Sébastien, de bien vouloir nous héberger. Donc, je me rappelle que Marcel Martin, qui était notre président, nous avait partagé un peu ses échanges, et donc il y avait tout un dispositif à mettre en place, et le président de la Real Sociedad lui avait demandé combien de camions de CRS il faut pour accueillir les deux équipes, parce qu'il était un peu inquiet qu'il y ait les Irlandais qui arrivent, qui se mélangent aux Français, et aux supporters du Biarritz Olympique. Et Marcel Martin, très froidement, mais à la fois avec un petit sourire en coin, il avait dit j'ai juste besoin d'un seul camion de CRS, mettez 5 ou 6 policiers autour du stade si vous voulez, mais il n'y aura pas de problème. Et donc ça avait été une grande fête du rugby, parce que ce jour-là, en plus, il y avait eu des milliers 3 ou 4 000 d'ailleurs, Irlandais qui étaient venus, qui s'étaient mélangés, bien sûr, aux supporters biarro et basques ce jour-là. Il y avait eu les Espagnols qui découvraient aussi notre sport et notre équipe, qui étaient venus à Anoeta nous supporter. Donc ça avait été une fête juste remarquable, beaucoup d'émotions. Chérie, comment on dit depuis le début en espagnol? Quelques années après, on joue les Ospreys, donc une province galloise en quart de finale de cette même Coupe d'Europe. On savait que c'était une équipe qui jouait beaucoup, qui faisait beaucoup bouger le ballon, qui courait beaucoup. Ce jour-là, il faisait très chaud, et on s'est retrouvés à la mi-temps où on menait de peu. Enfin, on était dans un état, si tu veux. J'avais Damien Traille à ma gauche, on était assis par terre avec les chaussettes baissées. Moi, j'avais enlevé mes crampons. J'étais dans un état physique comme si c'était la fin d'un match, en fait. Et là, on s'est regardé, on a dit, mais comment on va faire pour repartir, quoi? Bon, on va regarder sur Google, alors. Todo el tiempo, desde el principio. On joue un derby à Anoeta. Et quelques jours avant ce derby, on découvre que l'Aviron Bayonnais allait jouer avec les rayures bleues et blanches de la Real Sociedad. Donc bien sûr, pour montrer quelque part que c'était un petit peu leur stade et qu'ils nous recevaient à Anoeta. C'est un peu simpliste de se motiver là-dessus, mais on essaie de chercher toute source de motivation pour se dire non, Anoeta, c'est le club, c'est le stade du Biarritz Olympique où on a connu des belles aventures en Coupe d'Europe. On était là-bas chez nous. Donc ce jour-là, il y avait eu malheureusement pour eux punition, quoi. On l'avait emporté assez largement. Avec l'accent. Desde el principio. Depuis le début. Nous sommes en 2005 lors du tournoi des Destinations. Alors, grosse pression, bien sûr, puisqu'on se rend chez les Anglais dans leur temple de Twickenham. Donc forcément beaucoup de pression et entraînement classique de veille de match. Et à la fin de cet entraînement, les buteurs, on s'exerçait bien sûr au tir au but. Et ce jour-là, j'avais absolument aucune réussite au pied. J'en mettais pas une, même face au poteau. J'ai dû me rapprocher même à 10 ou 15 mètres face au poteau pour finir quand même sur un coup de pied positif et qui passe entre les poteaux. Et dans ces derniers instants, dans ces derniers tirs au but, je casse mon tee. Le socle sur lequel on pose le ballon avant de frapper une pénalité. Donc ça m'a perturbé encore plus parce que j'avais eu le manque de confiance de la séance plus le tee qui se casse. D'autant plus que c'était un tee fétiche que j'avais depuis des mois, voire des années, que je cajolais bien. Mais ce jour-là, il a fallu qu'il se casse s'il voulait pas être à Twickenham le lendemain. Donc il a fallu trouver un autre tee. J'étais en chambre avec Serge Betsen et donc il a fallu trouver un contact, quelqu'un qui puisse nous aider à trouver une boutique qui faisait ce modèle-là de tee bien particulier. Il y a différentes sortes de tee, c'est pour ça qu'il fallait à tout prix retrouver le même, parce que modifier le tee modifierait la frappe. Qu'on appelait Maurice Fitzgerald, qui est un ancien pilier de Biarritz qui vivait sur Londres à l'époque. Il nous a rappelé le lendemain, il avait fait ses recherches et il n'y avait qu'une seule boutique qui commercialisait ce tee. C'était la boutique de Twickenham, qui était au pied de la tribune de Twickenham. Donc il s'y est rendu le matin du match et il me l'a porté à l'hôtel. Donc le tee appartenait un petit peu au stade et j'appartenais un petit peu au tee, le tee appartenait au stade. Donc il y a eu je me suis senti assez à l'aise quelque part quand on m'a dit que le seul magasin qui le commercialisait, c'était Twickenham. Et puis ça s'est très bien passé puisque j'ai eu de la réussite. On a remporté ce match, un match âpre, un match très engagé qui s'est joué sur les tirs au but. Les Anglais n'avaient pas eu de réussite, mais il aurait peut-être fallu qu'ils aillent acheter leur tee à Twickenham, chose que j'avais pu faire. Depuis le début, on a enfin un titre européen. Alors nous sommes en 2012, donc on joue le challenge européen où on arrive
miraculeusement en finale contre le Grand Toulon des Van Niekerk, les frères Armitage, Matt Guiteau, enfin ils avaient vraiment la grosse équipe, Sheridan, et nous on arrivait ce jour-là avec nos armes, avec une équipe à la fois d'anciens et à la fois de jeunes qui composaient cette équipe du Biarritz Olympique. On s'est retrouvé au Stoop, qui est le terrain des Harlequins, qui est accolé à Twickenham à Londres. On est dominé complètement, que ce soit en mêlée, en touche, on est dominé de partout. Il a fallu utiliser tous les vices les plus cachés pour remporter cette finale. Ça me fait bien rire parce qu'à chaque fois que je vais à Toulon, on me parle souvent de cette cuillère, ce croche-patte que j'avais fait à Sébastien Tillous-Bord dans les derniers instants. Mais il n'y avait pas la vidéo à l'époque. Et on dit pas vu, pas pris, c'est ça? C'est ce qu'on dit. Bon, après, il y avait que les arbitres qui l'avaient pas vu, mais ça nous avait réussi. Et donc, on est arrivé à enfin décrocher un titre européen. Bon, on avait bien fêté, le lendemain on était rentré, on n'avait pas le bus à Impérial qui nous avait attendu, comme à l'accoutumée lorsque tu gagnes le bouclier de Brennus, où ce bus vient te chercher à l'aéroport et se dirige jusqu'au casino où on était acculé par tous les supporters biarros. On avait dû innover, on avait fait un peu le tour des bars. Il n'y avait pas le bus à Impérial, mais il y avait le pick-up d'Arnaud Egui qui l'avait remplacé, où on avait brandi cette coupe, où il n'y avait pas beaucoup de supporters ce jour-là, mais en tout cas on était entre nous, on s'était retrouvés sur ce pick-up à faire le tour des bars, le tour de la ville et le fêter assez dignement, on va dire. Tu mets un Jérôme Thion ou un Sylvain Marconnet, tu vois, toute l'équipe, on était tous dessus, les roues tournaient à peine, on tamponnait un peu tout ce qui passait à droite à gauche, c'était très folklorique. Mais bon, on le prenait à la rigolade parce qu'on s'est dit habituellement, il y a le bus, ce bus découvert qui vient où tu vas partager tout ça avec les supporters. Là on l'avait fait nous-mêmes, quoi, en fait. C'était du bricolage maison. Le seul titre européen qu'a remporté le Biarritz Olympique, et on l'a célébré comme une équipe de série, quoi, en fait. C'est ça qui est paradoxal, mais à la fois beau à la fois, parce qu'on était tellement heureux de le fêter comme ça, qu'on était entre nous et qu'on l'avait gagné comme ça aussi, quelque part, quoi. Clap final, depuis le début.